Bonjour à tous, merci d'être là. Merci Stéphanie pour cette introduction. Donc, je vais vous parler de souveraineté économique, en effet, et précisément des nouvelles règles du jeu de la souveraineté économique dans la géopolitique mondiale, qui est une géopolitique qui s'appuie beaucoup aujourd'hui sur la maîtrise des technologies. Donc, je vais parler de technologies et notamment de technologies numériques. Alors, pour commencer, je vais commencer par des définitions, parce que il se trouve que la souveraineté économique, c'est aussi facile à défendre que difficile à définir, et qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'acceptions du terme. Pourquoi? Parce que, d'abord parce qu'il y a plein de disciplines qui se sont emparées du concept, que ce soit les juristes, les politistes, les entreprises, même les économistes. Donc il y a une certaine variance dans les acceptions du terme. Et puis aussi parce que le concept est aujourd'hui instrumentalisé à diverses fins politiques. C'est un concept qui est très dans l'air du temps et qui explique le thème de notre journée aujourd'hui. Et donc, il est important que je vous dise de quelle définition je pars. Alors, la définition, je vais commencer par ça. La souveraineté économique, c'est la situation d'un État souverain. Alors, un État souverain au sens politique, il y a un consensus, c'est une institution qui exerce un pouvoir coercitif, un pouvoir réglementaire sur un territoire délimité. Ça, c'est l'État souverain, c'est la définition politique. La souveraineté économique, c'est la situation d'un État souverain qui est en mesure d'influencer l'ordre économique mondial et non de le subir, et qui est aussi capable de satisfaire les besoins de sa population, les besoins essentiels de sa population d'une manière, dans une situation de dépendance que je qualifierais de non asymétrique. Alors, je m'arrête un instant sur cette définition pour pointer du doigt qu'il s'agisse de la première jambe de cette définition, à savoir que la souveraineté économique repose sur l'idée que l'État ne va pas se faire imposer un ordre économique qui serait contraire à ses valeurs ou à ses préférences, ou bien la deuxième jambe de la définition qui veut que l'État soit capable de satisfaire sans difficulté, c'est ce que j'entends par le fait que ce soit une dépendance non asymétrique, sans difficulté les besoins essentiels de sa population. On voit qu'il s'agisse des valeurs, des préférences ou des besoins essentiels, de la définition des besoins essentiels, qu'une partie de la définition de la souveraineté économique en démocratie appartient aussi au peuple qui va exprimer ce choix de valeurs, de préférences et d'identification des besoins qui sont jugés essentiels ou stratégiques. Aujourd'hui, je vais un peu rétrécir la focale sur la souveraineté technologique. Parce que là où la souveraineté économique est le plus mise à l'épreuve aujourd'hui, c'est sur le terrain de la technologie et de la maîtrise technologique, pour deux raisons. La première, c'est que les tensions géopolitiques qui sont à l'œuvre se transitent par la maîtrise des technologies aujourd'hui. Et la seconde raison, c'est qu'on voit apparaître des hyperpouvoirs numériques qui sont susceptibles de contester la souveraineté économique. Donc, je vais parler de technologie. Et évidemment, quand on s'intéresse aux technologies, très vite, on se concentre sur les technologies digitales, les technologies numériques. J'utiliserai ces deux adjectifs de manière alternative. Les technologies digitales, vous les connaissez tous, évidemment. Ça va de l'informatique aux algorithmes, aux architectures des processeurs, en passant par tous les équipements électroniques. Et ces technologies digitales, ce sont des technologies clés, des clés de voûte, des technologies de soutien, de levier, comme en architecture. Et elles sont aussi des technologies de moyens, c'est-à-dire des Key Enabling Technologies, qui permettent d'inscrire une économie dans une trajectoire d'innovation. Donc, c'est des technologies vraiment centrales. Alors, bien sûr, il existe d'autres technologies qui sont importantes pour la souveraineté économique, que ce soit les technologies des énergies renouvelables aujourd'hui qui restent de plus en plus critiques dans la géopolitique, ou les technologies des biotech. Mais même ces technologies-là, elles ont besoin des technologies digitales. Donc, je vais vous parler de souveraineté numérique. Qu'est-ce qui la détermine? Et qu'est-ce qui, dans la géopolitique actuelle, nous permet de la consolider et de l'affirmer?
Et pour décrire l'évolution de l'environnement dans lequel il faut penser la souveraineté technologique, je vais développer mon propos en deux parties. La première, ce sera de montrer qu'aujourd'hui, de plus en plus, la technologie est instrumentalisée par les États souverains dans leurs relations internationales. Et dans un deuxième temps, de vous montrer la montée des hyperpouvoirs des entités privées numériques qui contestent la souveraineté économique. Et je terminerai en essayant de penser que faire par rapport à ces vulnérabilités qui sont ces deux processus qui affectent la souveraineté, et je conclurai. Donc, commençons par l'instrumentalisation de la technologie par les États souverains. La technologie, ça a toujours été très, très en lien avec le pouvoir politique. Quand on pense à la guerre froide, elle s'est vite transformée en guerre des étoiles. Donc, la technologie est indispensable au pouvoir politique, au pouvoir militaire. Aujourd'hui, les guerres sont des démonstrations des prouesses technologiques. Il n'y a pas d'industrie de la défense ou de pouvoir militaire qui ne se passe d'ingénieurs de haut calibre, d'innovation technologique, d'investissement en recherche et développement. Donc, le pouvoir politique ne peut pas se passer du savoir technologique. Ça a toujours existé. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a trois évolutions qu'on peut noter. La première, c'est les technologies et la place des technologies. Les technologies de la défense sont importantes, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de technologies duales, c'est-à-dire qui ont des applications civiles et militaires. Il y a aussi des technologies qui sortent du champ de la défense et qui donc s'extraient en fait du pouvoir politique. Et puis, concernant la place de la technologie, on fait face aujourd'hui de plus en plus à une certaine frayeur par rapport aux potentialités des technologies, qu'il s'agisse de toutes les technologies qui vont fonder la philosophie du transhumanisme ou encore des technologies qui mènent à l'intelligence artificielle et dont on s'interroge de l'impact de cette intelligence artificielle sur notre rapport à la vérité et puis sur la contestation des valeurs de nos civilisations. Donc ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, elle tient au fait que la place de la technologie dans les politiques internationales est de plus en plus présente. On le voit très clairement avec la Chine. La technologie est considérée comme l'outil de sa puissance. C'est clairement affirmé dans la politique chinoise et dans les déclarations du Parti communiste chinois. Alors les États-Unis ne sont pas en reste non plus à cet égard, ont toujours utilisé la technologie, mais c'est moins affirmé comme étant un vecteur de puissance et d'impérialisme. Et l'Europe se trouve entre ces deux puissances, et la place que prendra l'Europe sera déterminante sur la défense de son modèle et également sur le positionnement de l'Europe en termes de puissance. Et la troisième évolution, elle est plus récente. Elle tient à la pandémie qui a conduit à faire intervenir beaucoup plus les États, le politique, dans l'économie, dans la coordination des marchés. Depuis la pandémie, le politique est revenu au premier plan de la mondialisation et du fonctionnement et de l'interaction entre les entreprises dans la mondialisation. Et ça, c'est très clair et on voit une montée des mesures de protection. Je vous montre ce graphique qui a été produit par le FMI. On voit très clairement depuis 2010, ici, donc depuis à peu près 10-15 ans, la montée très très forte et très croissante du nombre de mesures de protection qui s'inscrivent et qui entravent le commerce international aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. Donc on a nettement un retour du politique depuis la pandémie et donc des velléités d'instrumentalisation de la technologie. Alors pour aller un peu plus loin, pour vous démontrer cette instrumentalisation, je vais prendre deux exemples. Le premier dans les télécommunications, le second dans le cloud computing. Dans l'industrie des télécommunications, ce qui a cristallisé les tensions ces dernières années, c'est l'entreprise Huawei. Huawei, c'est une entreprise chinoise qui est née en 1987, qui est devenue un champion des télécommunications, un champion des infrastructures, des équipements de télécommunications.
qui a investi massivement dans la recherche et développement, au point de devenir la première entreprise chinoise en termes de dépenses en R&D, et aussi la deuxième entreprise au monde en termes de dépenses en R&D, en recherche et développement. C'est une entreprise qui a un portefeuille de brevets considérable, notamment dans la 5G et la 6G. Elle est toujours en haut des podiums de tous les classements de brevets. Elle a été massivement soutenue par le gouvernement chinois. Et elle a atteint un niveau de compétitivité en prix et en qualité qui ont fait qu'elle a évincé beaucoup de ses concurrents en Europe, aux États-Unis. Et elle a commencé effectivement à inquiéter fortement parce qu'en monopole, en situation de monopole et en situation d'autoriser en fait et de permettre aux autorités chinoises d'avoir un levier d'influence et un levier de contrôle et de surveillance. Et donc les Américains ont été les premiers à s'interroger sur potentiellement le risque que représentaient ces équipements et l'installation d'équipements de cette entreprise chinoise et ont commencé à augmenter leur surveillance jusqu'à interdire aux fournisseurs américains de faire du commerce avec cette entreprise chinoise. Alors il faut savoir que aussi géante est-elle, elle était très insérée, elle est toujours très insérée dans les chaînes de valeur mondiales et elle dépendait d'à peu près 250 fournisseurs américains qui fournissent des morceaux d'équipement, des inputs, mais aussi des services numériques, de design et autres services de conception. Et donc, ça a forcément handicapé l'entreprise. Et vous voyez, il y a une instrumentalisation par les Américains de leur puissance, en fait, de leur industrie numérique, pour entraver la croissance de Huawei. Et puis, ils ont été un peu plus loin parce qu'ils ont voulu aussi contraindre leur réseau de sécurité, les Five Eyes, d'avoir le même niveau d'exigence à l'égard de cet équipementier. Donc les Five Eyes, c'est les 5 pays, outre les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Australie, qui ont dû effectivement adopter un comportement beaucoup plus suspicieux et de restrictions à l'égard de Huawei. Et puis ils ont même fait pression sur les Européens pour que, de la même manière, ils soient plus vigilants. Parce que c'est vrai que cette technologie de la 5G et de la 6G est très importante pour l'Internet des objets, pour l'industrie 4.0. Et donc, avoir une entreprise qui soit en monopole sur cette technologie, c'est potentiellement problématique. Donc, on a une double instrumentalisation ici. Celle des Chinois qui, via leur entreprise, leurs géants qu'ils soutiennent, sont capables d'influencer les standards et aussi potentiellement d'avoir un moyen de surveillance et d'acquisition d'informations stratégiques. Et de l'autre côté, celle l'instrumentalisation par les États-Unis, qui, fort de leur industrie numérique extrêmement développée, et cherchent à entraver le développement de Huawei en arrêtant les transactions avec cette entreprise et même aussi la fourniture d'équipements de télécommunications par Huawei sur le marché américain. Bon, on verra que la loi est une chose, la pratique est un peu différente. Donc ça, c'est le premier exemple qui vous montre l'instrumentalisation. Le deuxième, il est dans le cloud computing. Donc je passe sur les exemples des semi-conducteurs, parce que tout le monde connaît assez bien la manière dont les semi-conducteurs sont aujourd'hui instrumentalisés politiquement. Mais sur le cloud computing, on a une autre stratégie qui est celle des États-Unis, qui passe par le droit. Alors le cloud computing, enfin les services de cloud, vous connaissez bien. C'est l'ensemble des services de stockage, d'archivage et de traitement des données. Ce sont des services de plus en plus importants pour la numérisation des entreprises, pour la numérisation des administrations. Le cloud, c'est un moyen de démocratiser la puissance de calcul. Ça permet de transformer des quantités de données en valeur ajoutée. Donc, c'est un élément important de la construction de la compétitivité des entreprises et aussi des nations. Donc, se passer du cloud computing aujourd'hui, c'est un peu s'inscrire dans un certain ralentissement ou même voire un décrochage économique. Donc, on ne peut pas vraiment y renoncer. Le problème, c'est qu'il y a 3 entreprises qui dominent les services de cloud. AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud Platform d'Alphabet. Et ces 3 entreprises détiennent 66% du marché mondial du cloud. Et si on se restreint même sur les clients publics, c'est encore plus que 66%. Et derrière, vous avez d'autres entreprises
plus petites, comme OVH et Ionos en Europe, Alibaba en Chine, ou encore IBM et Oracle. Donc ces entreprises sont les poursuivants, mais elles sont loin derrière. Et surtout, on a un processus de primes au premier entrant qui marche à plein dans cette industrie et qui font que ces 3 premiers hyperscalers continuent à distancer leurs poursuivants. Donc on n'est pas dans un processus de réduction du pouvoir de monopole de ces 3 Américains. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, ou en tout cas de création de valeur avec l'intelligence artificielle, sans cloud computing. Et c'est donc 3 hyperscalers sont capables d'avoir aussi la main mise sur les progrès de l'intelligence artificielle. On le voit bien avec le fait que des entreprises d'intelligence artificielle comme OpenAI ou comme notre pépite française Mistral AI ont dû faire des alliances avec Microsoft pour accéder aux serveurs qui permettent cette puissance de calcul. Donc, on est dans une situation également de monopole important. Et alors, où est l'enjeu de souveraineté? Il est double. D'abord, il y a la question de la territorialisation des données et le fait que les administrations publiques se voient en situation d'externaliser leur mission d'archivage et de stockage qu'elles réalisaient auparavant en interne. Et à partir du moment où vous externalisez et que vous déterritorialisez, vous n'êtes plus totalement, complètement maître de la propriété ou en tout cas du contrôle de l'usage des données. Donc il y a un petit risque. Et le deuxième enjeu de souveraineté, il concerne aussi nos données à nous, nos données privées, à savoir qu'il y a un enjeu d'intégrité et d'inviolabilité des données privées qui sont hébergées sur des serveurs qui ne seraient pas sur notre territoire, ou en tout cas qui sont sous le contrôle d'un monopole, d'un oligopole de 3 grandes entreprises numériques. Alors, où se joue l'impérialisme ici? Il passe par le fait que les États-Unis, il passe par l'extraterritorialité du droit américain. Cette extraterritorialité, elle permet à des instances de justice ou de sûreté américaines de pouvoir exiger la communication des données qui ne seraient pas hébergées sur leur territoire, mais qui seraient hébergées par des serveurs d'entreprises de siège américain. Et cette extraterritorialité, elle pose pas mal de problèmes aux Européens qui cherchent à la contester et à la réguler, puisqu'évidemment, ça donne des pouvoirs potentiels aux États-Unis pour accéder à des données privées des Européens et des administrations européennes. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans contrôle. Tout ça est contrôlé, la saisine et l'obtention des données est sous contrôle. Mais c'est quand même problématique et très embarrassant pour les autorités européennes qui cherchent à contrôler et à réguler l'installation des serveurs et également oblige aussi les entreprises de cloud à s'allier avec des partenaires européens. Bon. Il y a un peu de dissensus en Europe sur la manière dont on peut réguler ces hyperscalers parce qu'évidemment, il y a un arbitrage entre accéder à ces services de cloud qui confèrent de la compétitivité parce que c'est les meilleurs, parce qu'ils offrent un service extrêmement puissant et extrêmement divers, et puis gagner en souveraineté et renoncer à une partie de la qualité qu'offrent ces 3 hyperscalers. Donc il y a un enjeu de souveraineté ici. Donc cette instrumentalisation, je vous donne 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que cette instrumentalisation, elle est quand même contrôlée par l'état de droit, mais elle est contrôlée aussi, elle dépend de ce qu'on fait de l'état de droit. Comment on l'applique et dans quelle mesure on instaure des mesures exceptionnelles ou des lois exceptionnelles qui vont vous faire sortir de l'état de droit pour dire, bon, là, il y a une question de sûreté nationale, il y a une question de sécurité qui font que je vais sortir de mon droit ordinaire pour m'inscrire dans des procédures extraordinaires de contrôle et d'exercice de contrôle sur les entreprises. Donc cette instrumentalisation, elle dépend évidemment de l'usage de l'état de droit. Et plus vous avez un état autoritaire qui est moins regardant sur le respect des procédures, plus évidemment l'instrumentalisation est possible. Et par ailleurs, cette instrumentalisation, elle repose sur le fait que vous ayez des entreprises qui sont de grande taille et qui sont multinationales. Parce que si ces entreprises n'ont pas de pénétration sur les marchés internationaux, vous ne pouvez pas les instrumentaliser pour faire de la géopolitique. Donc il faut que vous ayez des champions internationaux
pour pouvoir le faire. Et en même temps, plus vous avez des champions internationaux, plus les entreprises sont de grande taille et plus elles sont internationales, plus elles sont autonomes par rapport à leur pouvoir, par rapport à leur territoire d'origine. Donc un retournement, un peu un effet boomerang qui fait que vous pouvez instrumentaliser des entreprises qui sont grandes et multinationales, et en même temps, plus elles sont grandes et multinationales, plus elles vont contester la souveraineté des États. Et donc j'en viens à mon deuxième point, qui est de montrer l'hyper-pouvoir des entreprises du numérique et en quoi elles contestent aujourd'hui la souveraineté des États. Donc, pour cela, je vais le faire en 2 temps aussi. D'abord, essayer de caractériser cette puissance économique des nouvelles entités numériques aujourd'hui dans le monde, essayer de caractériser cette puissance, et puis ensuite vous montrer que la puissance économique se transforme un peu en puissance politique, en tout cas a des velléités de se transformer en puissance politique dès lors que ces entreprises, elles investissent des champs d'émissions régaliennes. Donc d'abord, essayer de caractériser l'hyper-pouvoir de cette économie numérique. Alors pour cela, évidemment, on peut regarder les classements de performance économique des entreprises. Et dans tous les classements de performance, les entités numériques, les entreprises du numérique montent dans ces classements. On le voit en termes de capitalisation, c'est très clair. Dans tous les indices boursiers, la part des entreprises numériques a vraiment supplanté la part des vieilles industries pétrolières et automobiles et les entreprises de l'énergie qui étaient en haut du classement autrefois. Donc de plus en plus, les entreprises numériques montent. Alors évidemment, on a les exemples emblématiques des GAFAM. Il y a quelques années, pas très peu de temps, Apple dépassait les 2000 milliards de capitalisation et on considérait cela comme un record. Et puis très récemment, évidemment, vous avez entendu parler de la capitalisation de Nvidia qui dépassait 3 335 milliards de dollars, qui devient la première entreprise américaine et au monde à être la plus capitalisée. Bon, il faut savoir qu'il y a 2 ans, elle ne faisait que 300 milliards, donc c'est bien la preuve de l'engouement de l'intelligence artificielle qu'il y a autour de cette entreprise. Et il faut se rappeler que la dernière fois qu'une entreprise américaine était au top de la capitalisation mondiale, c'était en 2011 et c'était ExxonMobil. Donc là, c'est Nvidia. Et jusqu'à présent, c'était Microsoft et Apple qui se disputaient aussi dans les classements. Donc en termes de capitalisation, c'est très clair, mais ça, bon, ça c'est les GAFAM, mais est-ce que c'est vrai pour toutes? Alors, il y a un moyen de regarder, c'est de se concentrer sur l'ensemble des entreprises de la tech au monde. Alors, comment on essaie d'avoir cet ensemble-là? Une manière de le faire, c'est de prendre toutes les entreprises qui font de la recherche et développement. Parce que vous ne pouvez pas être une entreprise de la tech si vous ne faites pas un peu de recherche et développement. Donc, il y a une base de données qui regroupe toutes les entreprises, pas toutes, mais les plus gros investisseurs au monde en recherche et développement. Il y a à peu près entre 2500 et 5000 entreprises sur le panel. Et là, donc, on a, dans ces entreprises qui font de la recherche et développement, plusieurs types de secteurs. Il y a des entreprises du numérique, mais pas que. Il y a aussi des entreprises de la pharmacie et biotech, il y a les entreprises de l'automobile, il y a les entreprises productrices de technologies d'information et des communications, et puis il y a des entreprises des services numériques dans lesquelles on va mettre les plateformes et les nouvelles entreprises de l'Internet. Et là, si on regarde la capitalisation et la croissance de la capitalisation, de la part de la capitalisation de ces entreprises, on voit bien la croissance forte. Donc, vous pouvez le voir ici, des entreprises des services TIC. Donc ça, c'est les entreprises des producteurs de TIC manufacturières. Alors là, on va trouver Apple et les producteurs de semi-conducteurs. Ici, on va trouver les plateformes comme Alphabet et Microsoft, producteurs de logiciels. Ici, c'est la pharmacie, les biotech. Et puis là, c'est les entreprises automobiles qui étaient autrefois les gros contributeurs principaux à la recherche et développement. Et là, on a une croissance qui suit celle-ci également. Hein. On a une croissance très forte de la part de la capitalisation de ces entreprises dans le total. Bon, évidemment, cette capitalisation, elle suit les revenus également. C'est des perspectives de revenus qui induisent une forte capitalisation. Donc, si on regarde les revenus de ces entreprises, si on prend que les GAFAM, en 2023, elles ont cumulé 1500 milliards de revenus,
1 500 milliards de revenus, c'est le PIB de l'Espagne ou le PIB du Brésil. Donc c'est un pouvoir économique assez important. Bien sûr, ces revenus, ils sont souvent issus d'une de leurs activités. Alphabet et Meta, c'est les revenus publicitaires. Amazon, c'est sa place de marché ou encore ses services de cloud. Et puis Apple, c'est surtout les revenus de son iPhone, mais aussi de sa place de marché et de ses applications. Donc elles ont des revenus qui sont concentrés sur certaines activités, mais elles investissent dans plein de technologies. Donc vous le savez, elles sont omnivores en termes de technologie, ça devient des vrais conglomérats. Elles investissent dans la voiture autonome, dans l'intelligence artificielle, dans le séquençage du génome, dans la santé, dans le spatial. Donc elles utilisent ces revenus pour investir dans plein de domaines de technologie. Et on le voit en matière de recherche et développement, parce qu'effectivement, là aussi, la part de ces entreprises dans la recherche, dans la dépense en recherche et développement, n'a fait que croître. Et elles deviennent de plus en plus présentes et de plus en plus motrices de la recherche et développement du monde. Autrefois, les secteurs, les industries qui étaient moteurs dans la dépense en R&D, c'était l'industrie automobile, la pharmacie et biotech, et puis les producteurs d'informatique, d'ordinateurs. Et aujourd'hui, les producteurs de TIC, de technologie d'information et communication, sont toujours encore très présents, mais on observe une montée des producteurs de services numériques en termes de contribution à la recherche et développement du monde. Alors évidemment, derrière, là, il y a quand même une poignée d'entreprises qui fait cette recherche et développement. Alphabet, c'est plus de 40 milliards, Microsoft, 27 milliards, Apple, 26 milliards. Donc il y a une poignée d'entreprises dans le numérique qui concentrent la capitalisation, les revenus, la recherche et développement et les clients dans un processus autant entretenu de valorisation de leurs actifs, de synergie, de profitant d'économies d'échelle, d'économies de réseau, qui confèrent de plus en plus de pouvoir, qui leur confèrent de plus en plus de cash pour pouvoir croître par acquisition. Donc il y a un mécanisme auto-entretenu de concentration des pouvoirs économiques de ces entreprises. Alors, cercle vertueux pour elles, évidemment, mais concentration des pouvoirs qui peuvent amener à avoir des pouvoirs également politiques. Les pouvoirs politiques se matérialiseront par soit le financement de campagne, direct ou indirect, dans les législations qu'ils permettent, soit des dépenses de lobbying pour influencer les régulateurs. Et on sait que la régulation sur le numérique aujourd'hui, elle est très active, et donc ces entreprises exercent beaucoup de lobbying et dépensent beaucoup d'argent maintenant dans leur département juridique pour influencer les régulations. Et puis, ça peut aussi se traduire parce qu'elles investissent dans plein de technologies et elles n'hésitent plus à investir dans des technologies qui relevaient plutôt des missions régaliennes. Et donc, j'en viens à ma deuxième partie, c'est-à-dire le fait que cet hyper-pouvoir des entités numériques, elle se traduit aussi parce que ces entreprises, elles investissent des champs qui appartenaient plutôt à l'État autrefois. Donc là aussi, il est évident qu'il y a toujours une connivence forte entre le pouvoir politique et le savoir technologique. Mais aujourd'hui, ces entreprises, elles s'entichent en fait d'une mission un peu généreuses. Elles ont des intérêts messianiques, par exemple, de vouloir faire en sorte qu'Internet soit disponible à l'ensemble de la planète, que via leurs applications, elles puissent connecter l'ensemble des individus, l'ensemble des citoyens du monde. Mais cette générosité, il ne faut pas se leurrer, elle est aussi... ils ont bien la conscience qu'avoir un marché qui est de l'ordre de la nation ou du monde leur confère un réseau d'usagers et potentiellement de profits considérables. Donc, investir les missions régaliennes, c'est aussi avoir un marché national ou un marché mondial. Donc, on voit bien apparaître cette motivation très forte chez ces entreprises. C'est vrai en termes de sécurité, en termes de contrôle des voies de communication ou en termes d'émissions monétaires, par exemple. Alors, sur la sécurité, on voit apparaître, il y a toujours eu cette relation forte entre les armées,
l'État et l'industrie de la défense, mais il y a de plus en plus d'autonomie de l'industrie de la défense et auquel participent ces entreprises numériques. Pourquoi il y a cette autonomie? D'une part parce que aujourd'hui, le coût de la technologie est tel qu'il faut que les entreprises aient des clients étrangers, des clients en dehors de l'État pour pouvoir supporter les coûts fixes, les coûts d'investissement. Donc il y a une obligation technologique à avoir un marché mondial et donc à s'autonomiser du pouvoir politique. Et puis, comme je vous l'ai dit, les technologies de défense sont de plus en plus duales, donc ça autonomise aussi les entreprises par rapport aux donneurs d'ordre des armées et du ministère de la Défense. Et enfin, du côté du ministère de la Défense et des administrations générales, le coût de la technologie est tel qu'ils se sont dans une situation qui rend nécessaire l'externalisation, le fait qu'elles ne puissent pas toujours assumer dans les agences de l'État la réalisation des missions de sécurité. Et on le voit en matière spatiale, hein, l'évolution des commandes publiques a conduit à faire apparaître de nouveaux acteurs. C'est vrai aux États-Unis avec SpaceX, qui aujourd'hui réalise les 2/3 des lancements de la NASA. Et SpaceX a essayé aussi d'avoir un rôle politique, vous le savez, dans sa capacité à offrir des moyens de communication via les satellites et a tenté de jouer un rôle politique au moment de sa fourniture des moyens de communication dans la guerre russo-ukrainienne. Donc, on voit clairement qu'investir ces missions de sécurité les met dans une situation de frontière entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et en ce qui concerne les missions monétaires, un autre exemple d'investissement du champ des missions régaliennes. Alors, il y a beaucoup de résistance de la part des États, mais il y a beaucoup aussi de velléité de la part des entreprises, parce que toute la nébuleuse des fintech, des crypto-monnaies, des monnaies digitales, repose sur une technologie qui est la blockchain, qui est une technologie par essence, par nature, anti-souverainiste, parce que c'est une technologie qui vise la décentralisation, et l'éviction du tiers de confiance que représentaient l'État ou les banques centrales. Donc, par essence, ces crypto-monnaies, ces monnaies digitales, elles sont anti-souverainistes. Bon, évidemment, il y a beaucoup de résistance de la part des États. On l'a vu au moment du projet de Meta d'instaurer une monnaie digitale, Libra, projet qui a dû être abandonné devant l'insistance et le contrôle américain et les exigences du contrôle américain. Et donc, le projet lancé en 2019 a été abandonné en 2022. Mais pour autant, on sait très bien que les technologies qui sont sous-jacentes au fintech et à la blockchain dans la finance sont potentiellement créatrices d'un système financier qui doublerait le système financier officiel. Et ces volontés-là et les progrès technologiques qui sont derrière ne vont pas faiblir. Donc, il y a potentiellement demain la possibilité d'avoir un système financier privé, autonome et indépendant de la mission régalienne, des missions monétaires des États. Donc là aussi, on voit bien l'hyperpuissance de ces entités numériques qui croient et qui contestent la souveraineté économique des États via la technologie et la maîtrise technologique. Puisque les administrations sont en situation à la fois de contraintes budgétaires parce que la technologie coûte de plus en plus cher et aussi de contraintes en termes de qualification parce que la technologie, c'est compliqué à maîtriser et donc elles sont obligées d'externaliser vers des entreprises qui maîtrisent l'ensemble de la technicité nécessaire pour réaliser les missions. Donc, que faire? Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai encore un petit peu de choses à vous dire. Que faire? Alors, la première chose, c'est qu'il faut continuer à investir et à diffuser. Ce qui est frappant, je saisis l'occasion de parler à des chefs d'entreprise. Ce qui est frappant en Europe, c'est de voir le retard qui a été pris en termes d'investissement en actifs immatériels, c'est-à-dire recherche et développement, propriété intellectuelle, logiciels, bases de données, formation. Le retard qui a été pris en Europe relativement aux États-Unis et le retard qui a été pris aussi en matériel de technologie de l'information et des communications. Si on regarde la quantité d'actifs immatériels ou d'actifs TIC par emploi aux États-Unis et en Europe, il y a une grande divergence d'évolution que vous pouvez voir dans ce graphique ici. Donc là, si on part en 2000
au même point. Les États-Unis ont multiplié par 1,7 cette disponibilité d'actifs immatériels par emploi, alors que les Européens sont restés à juste multiplier par 1,4. Et c'est encore plus net en termes de matériel TIC. Là, c'est phénoménal. C'est comme si aux États-Unis, alors évidemment, derrière c'est la qualité, c'est comme si aux États-Unis vous aviez 5 ordinateurs quand en Europe on n'en a plus qu'un. Alors c'est vraiment une image très, très raccourcie parce que ça veut dire que vous avez un ordinateur qui est 5 fois plus puissant ou un serveur qui est 5 fois plus puissant aux États-Unis. Donc il y a un retard d'investissement en Europe et c'est fondamental de le combler parce que c'est à cette condition qu'on diffusera les technologies et qu'on se donnera les moyens de continuer à investir et de créer une rupture et potentiellement de contester le pouvoir de ces géants du numérique. Donc il y a un vrai effort à faire en termes d'innovation et d'investissement dans l'immatériel en Europe pour poursuivre. Ensuite, évidemment, il faut continuer à faire ce qu'on sait bien faire en Europe, à savoir réguler. Donc ça, on n'est peut-être pas à la frontière technologique, mais on a la frontière du droit. On a le Digital Market Act, le Digital Services Act, le Règlement général sur la protection des données, le IA Act, le Data Act, et j'en passe. On a un peu plus léger sur le cloud computing et sur la régulation, il y a un peu encore de flottement. Mais on a des capacités de régulation en Europe qui sont inégalées et qui inscrivent beaucoup la trajectoire de régulation dans le monde. Donc ça, il faut continuer à le faire. Et puis, il faut aussi augmenter les pouvoirs, les contre-pouvoirs de la société civile. Alors, ce qui est frappant, c'est que les jeunes, notre jeunesse, elle a un peu plus de conscience écologique que de conscience numérique. Elle est plus inquiète de l'évolution de l'écologie, c'est légitime, mais elle est assez peu inquiète des pouvoirs des géants numériques sur ces données, sur la propriété, sur l'intégrité de leurs données. Donc il y a un danger qui, tant qu'il est latent, qu'il n'est pas exercé, qui n'apparaît pas aux yeux de notre jeunesse. Mais il est important quand même que la société civile soit aussi se saisisse de ces questions de liberté et de propriété numérique pour pouvoir créer un contre-pouvoir aussi à la fois aux États qui utilisent les données contre eux de surveillance, mais aussi un contre-pouvoir aux géants numériques qui ont des moyens d'influencer l'état de la concurrence. Donc ça, c'est évidemment les deux leviers sur lesquels il faut absolument appuyer. Pour conclure, ce que j'aurais à vous dire, c'est qu'évidemment, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait des raisons de s'inquiéter, ou en tout cas, il y a des foyers de contestation de la souveraineté économique qui montent dans l'économie mondiale et la géopolitique mondiale, soit par l'instrumentalisation de la technologie, par les États souverains les uns contre les autres, soit par l'hyperpouvoir de ces entités numériques. Donc on a quelques raisons de s'inquiéter. En même temps, il faut peut-être garder à l'esprit que dans ces deux processus-là, il y a aussi des mécanismes régulateurs et destructeurs, j'ai envie de dire. Il y a trois mécanismes. Il y a le fait que l'innovation, le cycle de vie d'une innovation, c'est toujours de finir par mourir. Donc, il y a toujours la possibilité d'innovation de rupture et de changement de modèle d'innovation. Et donc, il y a toujours des voies possibles de contestation des pouvoirs de monopole. Ensuite, l'instrumentalisation, elle est à regarder de plus près, parce que la loi, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Et tout à l'heure, on parlait du container et de la mondialisation et de la fragmentation des chaînes de valeur mondiales. Cette fragmentation, elle fait que les entreprises sont extrêmement interdépendantes les unes avec les autres par le jeu de leurs composants et le fait qu'elles produisent jamais tout du début à la fin et qu'elles ont besoin des autres, de fournisseurs, et que ça se fait à l'échelle du monde. Et cette fragmentation, elle fait que c'est compliqué de mettre en place des mesures protectionnistes. C'est compliqué de mettre en place un contrôle des exportations qui soit complètement verrouillé. Donc on se retrouve à avoir des entreprises qui ont les moyens de contourner en fait la règle et l'instrumentalisation par les États. Et puis enfin, parce que quand les États se font concurrence, finalement, ça tire la science vers le haut. Et ça conduit à aussi réduire le pouvoir des monopoles. Si les États-Unis empêchent NVIDIA de vendre des puces électroniques aux Chinois,
des puces, enfin des processeurs, des cartes graphiques qui permettent d'amplifier les capacités d'intelligence artificielle, bah, tant mieux, parce que les Chinois vont réussir, vont finir, en tout cas, vont tout faire pour mettre en marche Huawei et SMIC pour qu'ils soient aussi capables de produire ce type de carte graphique et de niveau de puces pour l'intelligence artificielle. Donc ça tire le progrès technique vers le haut. Donc il y a des raisons de croire que le modèle est capable aussi de s'autoréguler. Mais pour finir, ce que je voudrais vous dire, c'est que le paradoxe dans toute cette histoire, c'est que les États font tout aujourd'hui pour entraver la concurrence entre les entreprises par des mesures de protection, des mesures de subvention, des mesures de contrôle des exportations. Mais en supprimant la concurrence entre les entreprises, elles font monter la concurrence au niveau des États, donc elles ne font pas disparaître la concurrence. Et la plus grande méprise, en fait, et supercherie, c'est de faire croire que, effectivement, l'utopie des États autonomes et indépendants puisse exister. Je vous remercie.